Du coup, dans l'idée, c'était donc là où on aurait aimé avoir tes retours d'expérience et par rapport à l'installation collective. Mhm. Et est-ce que déjà tu peux partager ton parcours en tant que porteur de projet? Qu'est-ce qui t'a fait te diriger vers, enfin d'où tu viens, d'où tu viens. Mais Ok, voilà, et aller jusqu'à le côté installation collective, s'il te plaît. ça marche. Et ben, du coup, moi, je viens de Normandie. Ensuite, j'ai déménagé à Toulouse pour mes études. J'ai fait des études d'ingénieur. Et en gros, en 2016, j'ai fini ces études-là. Et là, il y a eu l'envie pressante de trouver un domaine dans lequel j'allais pouvoir vraiment m'épanouir parce que mon diplôme d'ingé qui était en télécommunication aéronautique me parlait pas trop au final. Et du coup, comme j'avais déjà eu quelques petites expériences en maraîchage via du woofing ou via du temps un peu l'été, et que j'ai rencontré le centième singe vers début 2018, j'ai vu qu'avec l'espace test, ça allait être possible d'expérimenter vraiment et d'être dans une position où je prenais les décisions et où je faisais vraiment les choses moi-même. Donc, j'ai fait un peu moins de 2 ans d'espace test avec le centième singe, de, on va dire, début 2018 jusqu'à fin 2019. Et donc, c'était sur une parcelle qui faisait 3000 mètres carrés à peu près. Euh, donc ça m'a permis vraiment de me rendre compte des difficultés du métier, de un peu trouver mes marques, tester des méthodes. Et pour finir sur le d'où je viens, du coup, plutôt là où j'en suis maintenant, début 2020, j'ai déménagé dans l'ouest lyonnais, dans les monts du Lyonnais, pour m'installer avec un collectif qui a acheté une ferme qui, en gros, il y a 12 hectares de terre autour et pas mal de bâtis. Il y a 2300 mètres carrés de toiture, pour vous donner une idée, donc il y a pas mal de bâtis. Et, euh, et donc, il y a plusieurs activités agricoles dessus, dont du maraîchage et aussi des activités socioculturelles. Donc, moi, je suis en train de m'installer en maraîchage au sein de cette ferme-là. Voilà. Je ne sais pas si vous avez envie que j'ajoute quelque chose sur le d'où je viens. Et est-ce que par rapport du coup, tu t'installes sur quelle surface? Là, ça va être sur 6500 mètres carrés. Avec possibilité de t'étendre ou ça reste 6500 mètres carrés? Avec possibilité de m'étendre parce que c'est donc au sein d'une ferme où il y a 12 hectares de terre. Donc j'ai un carré de 6500 mètres carrés, mais il y aurait possibilité d'en prendre un peu plus à l'avenir s'il y avait besoin. Et les différentes activités dans le collectif, est-ce que tu peux nous expliquer euh, les différentes typologies d'activités, les différents types de profils et comment Mhm. c'est structuré, comment juridiquement c'est structuré, Ok. Alors du coup, concernant les activités qui vont être portées sur la ferme au niveau de l'agricole, il y a donc moi qui m'installe en maraîchage, une autre personne qui s'installe aussi en maraîchage, qui est en cours d'installation également pour l'année prochaine. Il y a du poulet plein air, du porc plein air, un verger qui va faire un peu plus de 2 hectares de pommes, poires, abricots, pêches, kiwis qui est en train d'être planté. Et il y a de la vigne qui est en train d'être plantée aussi pour faire du raisin de table. Et sur les morceaux de terre qui nous restent dans les rotations qui ne sont pas déjà pris par les activités que je viens de citer, du coup, on fait des céréales, des métailles, des choses soit pour nourrir les animaux, soit pour le vendre. Voilà pour la partie agricole. Pour la partie non agricole des activités, il y a de l'accueil à la ferme qui est prévu parce que on a suffisamment de bâtis pour pouvoir en fait accueillir des groupes, notamment comme historiquement cette ferme c'était une auberge, il y a une grande salle, donc une grande salle qu'on peut louer pour qu'une asso vienne faire son AG, pour que des artistes viennent faire une résidence d'une semaine, pour qu'un spectacle ait lieu, pour qu'une conférence ait lieu, que sais-je. Et donc, ces groupes-là peuvent utiliser certaines infrastructures comme la grande salle ou d'autres. Et l'accueil à la ferme sert donc à les héberger dans de bonnes conditions et aussi à les nourrir via une table d'hôtes qui est alimentée par les produits de la ferme, donc le maraîchage, le poulet, etc. Donc on a déjà commencé ces activités d'accueil-là cet été et dans la mesure du possible pendant les confinements qui ont eu lieu là. Et on a commencé déjà donc, à utiliser
de maraîchage et de poulet, par exemple, pour alimenter les activités. Après, en termes d'activité, donc il y a de l'accueil et il y a aussi de l'accueil de personnes handicapées qui est en train d'être mis en place parce qu'on a une EduxP dans l'équipe qui veut donc faire des séjours courts de personnes handicapées mentales. Et enfin, il y a un atelier partagé de bricolage qui est en train d'être mis en place avec d'autres assos qui ont ça comme cœur de métier, le travail du bois, le travail du métal, etc. Donc, on est en train d'aménager un grand bâtiment pour avoir un atelier avec une convention de mise à disposition, etc. Après, pour la partie purement, on va dire, structuration juridique, on va dire comment c'est structuré la propriété des lieux et au niveau de l'achat. C'est assez simple, il y a deux sociétés civiles immobilières. Il y en a une qui concerne les terres agricoles et les bâtiments agricoles et une société civile immobilière qui concerne les bâtiments non agricoles, donc les habitations principalement et d'auberges. Et donc tout est en propriété comme ça et il y a eu un noyau dur qui a fait tout un montage financier pour l'achat de cette ferme et il y a eu un emprunt bancaire. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Pardon, bah ça, je sais pas. J'ai oublié un truc. Non, je veux dire, dans la question que tu as posée déjà, est-ce qu'il y avait quelque chose Mais du coup, j'ai c'est des oublié ? SCI. Et est-ce que toi, du coup, tu as un statut de chef d'exploitation ou de cotisant au départ? Comment Oui, tu t'insères du alors, coup dans la gouvernance? Est-ce qu'il y a une structuration qui est prévue? oui, oui, alors il y a une structuration qui est prévue. Je vais essayer d'être aussi clair et synthétique que possible. Concernant les activités agricoles, on est tous en entreprise individuelle parce que on ne voulait pas s'associer a priori en faisant une structure juridique commune, sachant que tout le monde ne se connaissait pas. Et la démarche est plutôt que, a priori, on est séparés, ça ne va pas empêcher de collaborer au quotidien. Et que si on a envie ensuite parce que dans les faits, en effet, on s'associe sur plein d'activités, alors on peut fusionner plus tard en fait les entreprises. Donc ça, c'est vraiment pour la partie structuration des activités agricoles, où il y a des entités juridiques spécifiques à chaque activité. Et après, pour les parties gouvernance, on va dire, pour la propriété du bâti et sur, je sais pas, des décisions à prendre sur les aménagements à faire parce qu'on veut, je sais pas, faire des aménagements dans la grande salle, par exemple. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des gérants de chaque SCI qui se regroupent régulièrement en réunion de gérance et qui prennent les décisions, on va dire, vraiment finales, comptables, budgétaires, etc., pour les différents aménagements qu'il peut y avoir à faire sur le lieu et sur la destination des différentes salles. Mais après, c'est distinct du fonctionnement, on va dire, quotidien entre les habitants de la ferme, où il y a un mode de réunion qui est plutôt basé sur quelle utilisation on a de quel espace. Et ça, on est réparti par pôle, en fait. Donc, il y a un pôle agricole avec les agriculteurs dans l'équipe qui se réunissent régulièrement pour tout ce qui a trait à, je ne sais pas, un bâtiment spécifiquement agricole, qu'est-ce qu'on va faire dedans, ou le projet agricole de Sacha, il veut planter une haie à tel endroit. Du coup, ça, on se réunit entre agriculteurs pour en décider. Et en fait, les autres personnes qui vivent sur la ferme n'ont pas forcément à être au courant de tout ce qui se passe. Et par exemple, il y a un pôle aussi socio-culturel qui va donc se réunir régulièrement sur le planning d'accueil, quelles sont les prochaines personnes qu'on accueille, du coup les mobilisations des différentes salles, à quel moment elles ont lieu, etc. Et on se réunit en fait pour se coordonner régulièrement entre les différents pôles. Donc il y a un pôle habitant, un pôle socio-culturel, un pôle agriculteur, un autre pôle. Et ensuite les décisions vraiment finales sont traduites en termes de décisions de gérance via les gérants des différentes SCI. Voilà. Sachant que les gérants des différentes SCI, pour l'instant, c'est le noyau dur de départ qui a permis l'achat de la ferme, quoi. Donc moi, par exemple, je ne suis pas encore dans la gérance d'aucune SCI. Je suis là et j'ai un projet agricole, mais pour autant, je ne suis pas encore, formellement, je n'ai pas encore été inclus dans la gérance des SCI. Voilà. D'accord. Il reste 5 minutes avant qu'on passe au temps d'échange avec tout le monde.
quels sont pour toi les plus grands défis, entre guillemets, pour toi en tant qu'agriculteur individuel dans ce cadre collectif? Défis à la fois potentiellement choses à, voilà, à travailler et objet d'enthousiasme, quoi. Et où? Choses à travailler et défis, on va dire que il y en a un qui nous concerne tous, c'est l'eau. Donc ça, c'est pas que moi en tant qu'agriculteur qui me positionnerait au sein d'une équipe plus grande, c'est que nous, on a notamment les deux maraîchers, on a un besoin en eau qui est supérieur au besoin en eau des autres activités. Et donc ça, c'est une vraie problématique parce que dans les monts du Lyonnais, on a une ressource en eau pour l'instant sur la ferme qui est ce qu'elle est, et on travaille sur un projet soit de forage, soit de… oh là, qu'est-ce qui se passe? Soit de forage, soit de retenue collinaire, je veux dire. Après, sur les parties purement liées au fait d'être dans une équipe d'agriculteurs, les principaux défis, c'est d'arriver en fait à, malgré ou grâce en fait, je sais pas, à faire à composer avec des visions qui sont différentes en fait, avec des visions différentes, des rythmes qui ne sont pas les mêmes, etc. Et donc ça suppose beaucoup de coordination et de communication. Et justement, le fait qu'on soit en entreprise individuelle séparée, c'est pour moi une des parties de réponse qu'on a pu avoir à cette problématique-là. Je pourrais détailler ça peut-être un peu plus tard, mais on va dire que pour l'instant, justement, cette coordination et cette collaboration se passe plutôt bien entre les différents agriculteurs. On n'a pas les mêmes projets, on n'a pas les mêmes rythmes, on n'est pas au même point dans nos réflexions respectives. Et pour autant, on arrive quand même à fonctionner ensemble, à savoir comment on va aménager, dans la mesure du possible, des bâtiments en commun, ou alors séparer telle partie des activités, etc. Voilà. Moi, j'aurais une question pour toi, Sacha, sur du coup, toi, pour ton activité, la terre, les moyens matériels, le bâti, toi, ton accès à ces éléments-là, c'est formalisé comment? Est-ce que, du coup, comme tu as une activité individuelle, est-ce que, du coup, la SCI propriétaire t'a fait une mise à disposition? Est-ce que tu as… C'est ça. Comment ça se passe? Comment ça se… Et pour l'accès aux espaces aussi communs de bâti, voilà. Est-ce qu'il y a des formalisations ou est-ce qu'il n'y a pas de formalisation et puis ça va bien? Et la formalisation, clairement, elle est via une mise à disposition des terres. Et comme dans l'idée, le fait que les gens qui ont des activités sur place, dans l'idée, c'est quand même qu'ils deviennent gérants des SCI, il y a aussi une formalisation, on va dire, de l'intégration du projet à ce niveau-là, quoi. Mais entre l'entité juridique que j'ai créée, mon statut d'agriculteur, et la SCI qui est propriétaire des bâtiments agricoles et des terres, il y aura une convention de mise à disposition. Enfin, il y en a déjà une pour les terres, et pour les bâtiments qui vont être utilisés pour le lavage, stockage et tout, c'est en cours. Voilà. Clara, oui, vas-y, mets ton micro. Ouais. Et la première question, c'était qu'est-ce qui fait que tu allais plutôt dans une coopérative de cette forme-là, construire là-bas. Et la deuxième, mais ça c'est peut-être une lacune juridique, quand tu dis mise à disposition des terres, ça veut dire que tu as accès aux terres sans rétribution? Pardon, ouais. Si tu as bien entendu, Sacha, les questions, est-ce que tu peux les redire? Ouais, carrément. Alors, du coup, la première question, c'est qu'est-ce qui fait que j'ai voulu me mettre dans une structure coopérative et pourquoi celle-là, pourquoi je suis allé là-bas? Et la deuxième question, donc, convention de mise à disposition, comment ça se passe concrètement? Est-ce que je paye un loyer? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Alors, du coup, la convention de mise à disposition, en effet, il y a un loyer sur FASIC. Et en fait, ce loyer, il est lié aux échéances bancaires qu'on a à rembourser pour l'instant. Et donc, il est tout bêtement calculé pour pouvoir satisfaire les échéances mensuelles liées à l'emprunt côté agricole, quoi. Donc, ça fait un loyer pas très élevé par an. Et j'espère que ça a répondu à ta question, Clara, je crois.
Après, pour la première question, pourquoi je suis allé là-bas? Bah, déjà parce que dans tous les cas, je voulais m'installer en collectif. Ça, c'était une volonté de ma part. Donc, l'espace test, c'était un moyen de me tester moi-même, déjà de trouver mes marques. Mais je savais qu'à terme, j'allais vouloir bénéficier justement d'une énergie de groupe. Et ensuite, parce que tout simplement, ma copine est toujours en lien proche avec ce projet-là, et c'est par elle que j'ai entendu parler de ce projet en fait. Donc, tout simplement, c'était aussi un moyen de me rapprocher de ma copine. Voilà. Tu dis que du coup, vous allez être 2 maraîchers, c'est ça? Il y Oui. a une deuxième personne. Comment, du coup, est-ce que vous mutualisez un petit peu le matériel? Comment vous gérez l'entraide? Et pour la commercialisation, est-ce que vous Ouais. faites 2 commercialisations complètement différentes? Est-ce que vous vous concertez ou... Ouais. Et bah, du coup, pour ça, du coup, je suis pas, tout à l'heure, je disais qu'on était parti du principe qu'on allait travailler séparément pour apprendre à se connaître et ensuite potentiellement fusionner. Donc, sur le maraîchage aussi, ça va être le cas, parce que cette personne-là, je ne la connais pas plus que ça. En fait, à vrai dire, elle va emménager début 2021 sur la ferme. Même si elle fait partie du noyau dur du départ, on va dire, elle est à distance pour l'instant parce qu'elle est en Bretagne, mais elle arrive. Et donc, ça ne me semblait pas pertinent de partir sur un projet d'association, sachant qu'on ne se connaissait pas. Donc, réseau de commercialisation différent. Par contre, au niveau du matos, forcément, il va y avoir une part de mutualisation, ne serait-ce que pour transporter des trucs lourds, c'est cool d'avoir un tracteur en commun. D'autant que ça va être pertinent avec les autres activités d'avoir quelques bâtiments et quelques outils en commun. Mais en plus, on n'en est pas on n'en est pas au même point d'avancement dans nos réflexions. Par exemple, moi, j'ai envie de travailler en maraîchage sol vivant, donc travail du sol très réduit, voire absent, avec des méthodes d'intrants massifs en matière organique et une utilisation du coup du tracteur qui va être principalement liée au transport de matière organique, ce qui n'est pas du tout le cas de cette personne-là. Elle en est encore à chercher un peu où elle veut aller, à vouloir voir différents modèles. Pour l'instant, elle a travaillé dans des fermes où c'était plutôt le sol travaillé sur planche permanente. Ce qui fait que potentiellement, bah, déjà, on peut passer un an ensemble avec nos méthodes respectives et voir si on a envie de se rejoindre ou pas, quoi. Est-ce que ça répond à ta question? J'ai pas entendu, mais je crois que c'était un oui. Oui, oui. D'accord. Ouais, pardon, je crois que j'ai vu que la question c'était combien vous êtes sur la ferme au total, en comptant agriculture et culture, à y travailler et ou à y vivre. Je ne sais pas s'il y a une différence. Ok. Eh bien, on est 8, 9, si on compte les enfants, enfin 8 ou 9 à peu près. Et donc, c'est à peu près moitié-moitié agriculture, non-agriculture. Donc, comme je disais plus tôt, il y a deux maraîchers, futurs maraîchers, un producteur de poulet qui va aussi s'occuper du verger, une productrice de raisins de table qui va aussi s'occuper de fruits rouges. J'ai oublié de le mentionner, ça. Il y a des fraisiers, framboisiers, etc. qui vont être plantés. Il y a des groseilles et plein d'autres trucs qui étaient déjà là avant. Et il y a une productrice de porc plein air qui est en espace tête chez nous, donc qui va potentiellement déménager ailleurs après. Et après, sur la partie socioculturelle, il y a donc une EduxP. Qu'est-ce que je raconte? Une clown professionnelle qui intervient en milieu hospitalier, mais qui aussi fait pas mal de choses sur la ferme. Il y a un éducateur populaire, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, qui fait de l'éduc-pop, quoi. Donc, qui a été animateur dans pas mal de structures, qui fait de la facilitation dans je sais pas, dans des assos pour structurer leur gouvernance de manière plus démocratique, des choses comme ça. Et qui donc anime pas mal aussi le collectif sur la partie justement gouvernance et démocratie concrète à la ferme. Et on a après une personne, Anita, qui est sur la partie table d'hôte, chambre d'hôte, accueil, donc qui fait la cuisine pour les groupes et qui est associée aux producteurs de poulet pour la découpe de poulet. Voilà, je crois que j'ai oublié personne. Ça fait peut-être pas 8-9 en tout parce qu'il y a des gens qui sont pas encore là, il y a des gens qui sont déjà là. Donc entre les gens déjà là et les gens pas encore là, c'est peut-être pas 8-9 en fait. Voilà. Super, merci beaucoup Sacha.
Je vous invite, si vous avez d'autres questions, à rejoindre notre forum pour pouvoir les partager avec nous et Sacha vous répondra. Il a aussi une hotline professionnelle, joignable 24 heures sur 24. Évidemment. À la question des financements, de la recherche de financement avec notre intervenant Camille. Bonjour, Camille. Oui, allô. Et je vais être ton intervieweur apparemment, Camille. Ok. C'est moi qui te pose les questions. Ben, Merci Sacha, hein, c'est super chouette. Je suis super content de la forme que ça prend, tout ça. Du coup, Camille, l'idée, voilà, c'est ce que je t'avais dit par téléphone. L'idée, c'est ça, c'est que tu nous partages de la même manière hein, ton parcours, du coup, pourquoi t'en viens là, d'où tu viens aussi pour aller vers ce parcours d'installation, qu'est-ce qui te porte aussi pour faire ça. Et du coup, dans l'idée, c'est pour concrétiser ton projet, tu as besoin du coup d'aller chercher des dispositifs de financement. Tu as besoin de structurer des choses pour y avoir accès, structuration juridique et tout ça. Et dans les différents dispositifs de financement, il y a des subventions que tu vas chercher, il y a aller chercher la banque et tout ça. Du coup, c'est nous faire part de ton cheminement. Ça marche, pas de problème. Merci. Du coup, je commence par une présentation un peu rapide. Du coup, moi, je m'appelle Camille, je viens de l'artisanat à la base. J'ai 6 ans d'études en ébénisterie à Revel, du coup, d'où la montagne noire tout à l'heure quand on était en petit salon. Suite à l'artisanat et suite à l'ébénisterie, je suis parti en Australie pour faire rapidement. Je suis parti en Australie, j'ai vécu en Australie pendant 2 ans où j'ai découvert les métiers agricoles là-bas. On compte pas l'expérience maïs quand on était adolescent. Donc j'ai découvert les métiers agricoles en Australie avec 2 ans d'expériences assez diverses, de simples ramasseurs jusqu'à des expériences un peu plus complètes et un peu plus poussées. Au retour en France, du coup, j'ai choisi de continuer dans cette voie. Alors, j'hésitais parce que j'ai quand même une branche artistique qui m'a appelé pas mal. Donc, j'ai fait une saison dans le 47, dans le Lot-et-Garonne, dans une ferme de prunes à pruneaux, où on envisageait potentiellement un CFI pour reprendre cette structure. Moi, j'avais quand même encore le côté artistique qui m'appelait un peu. Et du coup, j'ai choisi de m'orienter vers un métier plus de ville et d'être tatoueur pendant quelques années. Et puis des choix perso de choix perso m'ont conduit à plutôt rediriger mes choix et mon projet vers la terre. Et du coup, là, je cherche à m'installer en maraîchage et en production horticole fleurs. Ma compagne Cécile est fleuriste. Donc, on aimerait produire des légumes et des fleurs bio et de saison. Voilà, j'ai commencé la réflexion de tout ça. Là, maintenant, on est en 2000, quasiment 21, donc ça va faire, je pense, pas loin de 5 ans qu'il y a eu les toutes premières ébauches de réflexion, 3 ans vraiment que c'est actif, avec les rencontres à l'ADR, tout ça. Je me suis formé au CFPPA de Onde sur l'année 2018-2019, 2019-2020. C'est l'année dernière, donc diplômé là depuis quelques temps. Ça a pris un peu plus de délai avec le Covid. Et en recherche active de foncier, de financement, en pleine formation centième singe planification pour compléter tout ça, bétonner encore plus tout ça. Potentiellement intégrer un espace test avec le centième singe toujours dans le projet de bétonner tout ça et d'asseoir le plus possible l'activité et de prendre le moins de risques possible surtout. Et voilà pour le petit résumé de parcours. Et du coup, dans les démarches que tu as engagées, ce que tu as identifié pour après concrétiser donc l'essai, donc l'idée là, donc techniquement par exemple, Ouais. tu cherches à consolider, par exemple le test d'activité sera ça.
enfin, ça va participer à ça, mais c'est qu'est-ce que tu es allé solliciter là maintenant? Qu'est-ce que tu envisages d'aller solliciter aussi comme dispositif? Alors, les étapes clés, sans parler que de financement, mais du coup, j'y Ouais. viendrai sur la fin. Mais les étapes clés, on va dire, la première, ça a été prise d'information. Pour moi, ça s'est fait via l'ADR, l'ADR 31. Suite à ça, rencontre le PAI de la Chambre agri de la Haute-Garonne. La deuxième point clé, pour moi, ça m'a paru évident de me former pour pouvoir justement aller derrière demander des subventions et demander la DJA, notamment quand je serai installé. Donc, étape clé, c'est l'installation, c'est la formation, pardon. Donc, voilà. Et ensuite, pour ce qui est plus spécifique au financement, donc là, je suis en train de commencer à prévoir le dossier de DJA. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure en tout début d'intro, au tout début de cette rencontre visio, nous, on a eu un refus de financement de la part de la banque qu'on a appris hier. Du coup, on peut aussi parler de ça, de savoir du coup quels sont les éléments qui ont fait que la banque refuse ce financement-là. Après, en termes de financement, qu'est-ce qu'il existe? Moi, je suis passé par le fonds Vivea pour le financement de ma formation. Parce que, étant travailleur indépendant avant, je n'avais pas de CPF. Donc, c'était Vivea le plus adapté à financer ma formation. Ensuite, les autres financements, bon, voilà, il y aura donc, évidemment la DJA. Le pass installation dont je connais le nom, mais je ne connais pas vraiment tous les tenants et aboutissants et toutes les démarches, si ce n'est que c'est a priori pour les personnes non éligibles DJA. Mais d'après ce que j'ai compris aussi récemment, on peut, je crois, d'abord obtenir des passes d'installation et faire des demandes de DJA les années suivantes. Et ensuite, les autres leviers de financement que je vais activer, mais qui seront à activer qu'une fois installés, ça va être toutes les aides, les subventions à l'équipement régional et départemental qui peuvent financer je ne peux pas exactement dire à quelle hauteur, mais il y a une bonne partie, en tout cas, je pense au moins à 30 ou 40%, on peut financer des équipements, tout ce qui est installation de serre, tout ça. Et ça, les interlocuteurs, je pense que la chambre, le conseiller de la chambre d'agriculture qui nous suit une fois qu'on est installé est assez bien placé pour nous conseiller là-dessus. L'ADR, je pense aussi, est assez bien placé. Je pense que les conseillers du Centième Singe seront aussi assez bien placés pour pouvoir nous indiquer tout ça. Mais voilà, donc il y aura plusieurs leviers de financement à aller chercher. Donc, subvention région pour tout ce qui est équipement. Là, je sais que ça marche beaucoup à l'avance de frais. Donc, on prévoit un devis, on renvoie un devis, on finance, nous, l'achat d'une serre, on envoie la facture et on est remboursé à hauteur de la subvention suite à l'achat. Et après la DJA, suivant plein de conditions qui sont, il y a un plafond en gros par département. On part d'une base par département. Je crois qu'en Haute-Garonne, la base c'est 15 000 euros. Je dis peut-être des bêtises. Et après, il y a des coefficients augmentant le potentiel de DJA suivant si on est hors cadre familial, si on prévoit d'être labellisé ou pas, si on prévoit la création d'ateliers supplémentaires, etc., etc. Et ça peut s'élever jusqu'à entre 30 et 40 000 euros, je pense, de DGA. Ouais. Du coup, juste la DJ, je fais un point acronyme pour tout le monde. La Ouais, DJA, DGA, donc, dotation je pense que ça parle. Ouais. Voilà, ça parle sûrement à la plupart des gens. Donc il faut avoir moins de 40 ans, à part si on a eu des enfants avant. Dans ce cas-là, chaque enfant, c'est un an supplémentaire. Donc, si on a 43 ans, Si, pardon. Non, excuse-moi, j'allais dire non, mais en fait, c'est autre chose. Pardon, vas-y. C'est bon. Ouais, donc voilà, chaque enfant nous crédite d'un an de plus par rapport à la date limite des 40 ans, je crois. Donc, il faut avoir 40 ans maximum pour la DJA et être titulaire d'une capacité agricole, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est BPRA, non? Oui. Alors, pardon. Juste, j'essaie de reprendre mes notes parce que j'ai eu une discussion là sur la DJA
avec Monsieur Duché du point accueil et installation de la Haute-Garonne. Et en fait, c'est pour ça que je réagissais. C'est sur le fait que tu puisses avoir la DJA encore, enfin que après 40 ans, un enfant supplémentaire, 2 enfants supplémentaires, un enfant, à chaque enfant, ça rajoute un an. Ça serait à vérifier parce qu'il me semble que ce qu'il m'a dit, c'est que ça, c'était quelque chose qui avait cours il y a 15 ans, mais ça n'existe plus et que le bruit court encore, qu'on a encore accès à ça, mais ce n'est plus d'actualité apparemment. Donc à revalider pour ceux qui vont dans cette logique-là avec sur la DJA. Et pour Pour la donner une DJA aussi, idée, pour rebondir sur la DJA, c'est quand même une grosse aide d'État qui passe en condition non plus. Donc, pour l'instant, la condition, c'est il y a un suivi comptable avec un organisme certifié obligatoire et arriver à se tirer un SMIC de son activité à la 4e année, donc N+3. Au moment du versement des derniers 20%. Voilà, c'était les dernières. Et la dernière nouvelle, du coup, pour compléter, Dès qu'ils vont annuler cette clause. c'est que a priori, il n'y a plus la nécessité, l'obligation de se générer un SMIC au bout des 4 ans. Ouais, voilà, ça, Monsieur Duché m'en avait parlé aussi. Voilà. Mais Parce que c'était du pas coup, ça encore faisait peur. officiel, donc je sais pas si on pouvait le dire, mais voilà. Mais Monsieur Duché m'en avait parlé quand j'ai fait mon PPP avec lui. Il m'a dit que, a priori, de toute façon, ça serait contre-productif que des agriculteurs qui n'arrivent pas à se sortir un SMIC à N+4, ils les enfoncent encore plus en leur demandant de rembourser une DGA. Donc, Ouais. a priori, c'est une condition qui serait possiblement abandonnée. Mm. Et effectivement, j'ai vu que Sacha avait mis un commentaire. Et effectivement, tu dois rester agriculteur 5 ans. 5 ans après ta DGA. Et pour une idée des montants, donc je les ai là, ça va être en maraîchage 12 000 € minimum, l'assiette de base, plus 30% si tu es hors cadre familial, donc c'est une installation hors transmission familiale, plus 30% encore si tu t'installes en bio. Et après, il y a des coefficients de majoration encore en fonction de la zone. Il y a zone de plaine, zone de transition, je ne sais plus, et la dernière zone défavorisée. Et du coup, en moyenne, en Haute-Garonne, en zone de plaine, c'est 21 000 € la DJA, tout cumulé, enfin avec les différents éléments qu'on rajoute par rapport au mini de 12 000, et ça peut monter jusqu'à 25 000 en zone défavorisée. Donc zone défavorisée, c'est montagne et tout ça. Après, ça dépend aussi du coefficient de PBS de ta future exploitation. Donc ça, c'est pareil, c'est des trucs un peu techniques. Quand j'avais fait le point d'installation pour le potentiel bien foncier que je ne vais pas pouvoir financer, le conseiller de la Chambre d'agriculture, qui est Monsieur Planès, on avait fait un petit calcul ensemble et il me disait que sur ce bien-là, du coup, en zone de montagne, avec les ateliers, etc., on montait à 32 000, je crois, euros de DGA. Je confirme pour le SMIC, c'est tombé en février. Et donc, il n'y a plus besoin du SMIC. La condition du SMIC n'est plus présente dans les textes officiels depuis le mois de février pour valider la DJA. Okay. La condition qui sera regardée, c'est si on est toujours cotisant à la MSA, ce qui veut dire grosso modo qu'on a la capacité de… si je suis en mesure de payer ma cotise MSA de cotisant en exploitant principal, c'est qu'en gros, mon activité, elle marche bien pour que je puisse me rémunérer et verser ça. Par contre, quand j'ai posé la question au PAI du Tarn, ils me disent, ben oui, pour valider la DGA au bout de 4 ans, il n'y a plus la condition du SMIC, mais ils n'ont pas dit qu'elle n'était plus à l'entrée, au démarrage. Et donc, en tout cas, pour le PAI du Tarn, eux, ils entendent toujours, pour eux, il y a toujours cette condition du SMIC, en tout cas quand on dépose le dossier, ou c'est ce qu'ils vont regarder de leur côté. Ok. Super, merci. Merci Meryl. Et ben du coup, vu que ça, tant mieux, tu as enchaîné pile au bon moment parce que du coup, c'est le temps de l'interview est fini et on passe
du coup, aux questions et aux apports aussi. N'hésitez pas, si sur le sujet là, des circuits de financement, vous avez des choses à partager, n'hésitez pas, c'est aussi le Alors, moment. Camille, on a une question de Jérôme. As-tu Ouais, calculé à combien revient un expert comptable certifié sur un camp qui est obligatoire dans le cadre de la DGA? Alors non, j'ai pas fait le calcul. Enfin, je l'ai eu fait dans mon prévisionnel, mais là, je t'avoue que je l'ai pas à portée de main. Ça revient cher. Un comptable certifié, c'est au moins 1500 balles par an, d'après mes vagues souvenirs. Le Meryl peut Après, répondre. il y a aussi une association qui s'appelle La FOG, je pense que c'est ça. C'est une association qui met à disposition un outil de comptabilité qui t'aide à faire un suivi comptable, qui te forme à faire ta comptabilité et ils font partie, je crois, des organismes certifiés. Et comme c'est associatif, il faut payer une inscription à l'asso et participer au financement de l'asso, mais c'est quand même bien moins élevé que de payer une prestation du CERF France ou d'un autre centre de comptabilité agréé. Donc moi, dans mon parcours pour l'instant, c'était le biais de comptabilité que je privilégiais, c'était me rapprocher de la FOG. Mais ouais, j'avais vu la tête. Réagir, vas-y. Sur la compta, si je peux apporter une précision, en fait, la DGA impose l'obligation de tenir une comptabilité. Elle n'impose pas de passer par un expert comptable. À moins que vous ayez une information contradictoire dessus, on n'est pas obligé d'avoir un expert comptable pour faire sa comptabilité. Par ailleurs, pour toute entreprise en France, il n'y a aucune obligation de faire valider sa comptabilité par un expert comptable. Je peux très bien la faire moi-même. La seule différence, c'est que si je suis en comptabilité au bénéfice agricole simplifié ou si je suis en comptabilité en impôt sur les sociétés et que je ne passe pas par un cabinet d'expertise comptable ou un centre de gestion, les impôts vont appliquer 25%, une majoration de 25% au-dessus si ma compta n'a pas été certifiée. Par contre, si vous êtes dans le cadre du micro-BA, ça ne rentre pas en compte, il regarde juste le chiffre d'affaires. La seule obligation comptable, c'est d'avoir un journal de recettes et de charges. Donc, il n'y a pas à s'emmerder à tenir une compta complète d'entreprise pour micro-BA. Par contre, pour la DGA, il faut avoir une compta propre parce qu'ils ont besoin de calculer le BE et compagnie, tout ça, pour pouvoir vérifier qu'on a bien les revenus agricoles qu'il faut. Mais on pense qu'il faut un expert comptable, mais dans les faits, on n'en a pas besoin. Maintenant, il faut aussi faire attention en se disant, bon, je n'ai pas un expert comptable, donc je fais le strict minimum. Et si je ne suis pas rigoureux, je ne vais peut-être pas avoir tous les éléments de gestion suffisants pour bien piloter mon exploitation. Donc, si on a la capacité, vous sentez de faire votre compta, vous pouvez économiser, c'est peut-être la FOG, c'est peut-être 300, 500 euros à 700 euros par an. Et un expert comptable, c'est entre 1000 et 2000 euros par an. Amandine, tu voulais réagir? Ouais, pour compléter effectivement ce que dit Meryl, et sur les tarifs, effectivement, c'est ça. En moyenne, l'expert comptable, en fait, c'est 1500 à peu près. Donc, la particularité de l'expert comptable, c'est que lui, il va certifier vos comptes. Donc, vous payez en gros la certification de vos comptes. Sur les structures, en fait, qui ont besoin de certification par un expert comptable, c'est en général quand on bénéficie de plus de 50 000 euros de subventions institutionnelles d'État, où là, il y a une obligation de certification par expert comptable. C'est tout. Merci pour la précision, je ne la connaissais pas. Et je crois que, hors subvention, tu dois faire certifier tes comptes si tu génères plus de 500 000 euros de produits, de chiffre d'affaires, il n'y a pas un truc comme ça. Mais voilà, c'est des volumes qui pourraient vous concerner, on ne sait jamais, mais
Là, tu passes par un commissaire aux comptes dans ce C'est cas-là. ça, un commissaire aux comptes qui va certifier tes comptes. Un CAC. Est-ce que Pour quelqu'un a avoir été d'autres- entrepreneur individuel pendant quelques temps, parfois ça simplifie quand même pas mal la vie que de se faire aider sur certains points. Voilà. Moi, je sais que j'envisage le fait de passer par un cabinet comptable pour m'aider à sur ce niveau-là, parce que entre la gestion qui est déjà une chose, et la commercialisation, la distribution, les boulots dans les champs, voilà. Prendre de l'aide là où elle est, pour moi, ça sera une chose à faire. Est-ce que, Eugénie, je t'ai vu lever la main. Est-ce que tu as des questions à poser? Non? Ok. Pardon. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait des questions alors? Amandine demande si tu peux partager ton expérience bancaire, Camille. Mon micro est coupé. Mon micro est coupé, Camille. Ok, c'est bon, pardon, excusez-moi. Expérience bancaire. Du coup, avec ma compagne, on avait candidaté à un bien s'affaire à la rentrée dernière pour un bien en Ariège. On a donc monté un prévisionnel d'entreprise spécifique pour ce bien-là, évidemment basé sur le prévisionnel que j'avais mis en place d'activité, juste en lui donnant quelques spécificités supplémentaires pour ce bien-là. C'était donc là un emprunt de 90 000 euros qui concernait un bâti avec des travaux de rénovation dessus, plus 7 hectares de foncier, 7 hectares de terre, donc 4,5 de forestier non attenant. Et malgré, donc voilà, on a eu un rendez-vous avec on a le droit de citer des banques, ouais, avec la Banque Populaire. Notre conseiller, donc on lui a présenté le dossier, on lui a présenté le prévisionnel qui était prévu, que j'avais fait regarder par une comptable du CERF France, avec laquelle j'avais échangé, qui a été pas mal mûri. Le prévisionnel, a priori, lui, est passé. Donc, le conseiller bancaire, lors de notre entretien, paraissait assez confiant et nous a dit qu'il était assez confiant sur le dossier. Et finalement, on a eu un revers donc hier avec le siège qui, eux, n'ont pas validé. Qui n'ont pas validé le prêt. Et donc voilà. Pourquoi? Les raisons qui nous ont été données, c'est alors le prévisionnel d'entreprise que j'ai fourni, a priori, n'a pas posé problème. C'était pas là-dessus qu'ils ont tiqué. Ils ont tiqué sur plusieurs choses, enfin sur 2 choses notamment, d'après ce qu'a pu me dire le conseiller, sur la distance entre le lieu de production et une partie de la distribution, parce qu'on comptait faire une partie de la distribution sur Toulouse avec des professionnels fleuristes et des professionnels de la restauration qui étaient prêts à nous acheter des produits. Donc voilà, ils ont tiqué sur le bien était dans la région de Saint-Giron, un peu plus haut que Saint-Giron, à une vingtaine de kilomètres après Saint-Giron. Donc voilà, ils ont tiqué sur la distance entre le lieu de production et les lieux de distribution. Et aussi, alors ça c'est un peu indépendant du prévisionnel agricole, sur le fait qu'on n'ait pas de devis d'artisan sur la partie bâti. On savait que c'était un bâti qui avait des travaux à cause de la crise sanitaire et de la SAFER de l'Ariège qui a pas été ultra réactive, il faut dire. On n'a jamais pu entrer directement, nous, dans le bâti.
On l'a vu de l'extérieur, on s'y est rendu plusieurs fois, on a eu des photos, on a eu pas mal de choses, mais on n'a jamais pu rentrer en physique à l'intérieur de cette grange maisonnette. Donc forcément, on n'a pas pu faire intervenir d'artisans. J'avais moi un copain charpentier qui habite un village à côté et un maçon qui était prêt à venir intervenir et à faire des devis et à nous faire un petit diagnostic de ce qu'il y avait à faire. Forcément, comme la SAFER n'a jamais trouvé le temps de nous organiser une visite, ni d'organiser une visite, mais de nous ouvrir le bâti, on n'a donc pas pu voir l'intérieur de ce bien et faire de devis pour ça. Donc ça, c'est les deux éléments qui ont pêché sur le dossier. C'est parce que du coup, excusez-moi, il y a mon fils en arrière-plan. Je fais juste 2 minutes, il faut que je fasse un changement de pièce. Hop, en échange. Vas-y. Ouais, juste du coup, je finis là-dessus peut-être. Et après, de toute façon, je vais devoir vous laisser. Et ouais, donc voilà, il y avait une enveloppe prévue pour des travaux et qui a pas pu. La banque ne pouvait pas vérifier que cette enveloppe était suffisante. Donc voilà, c'était le retour financier. La SAFER aussi, de mon expérience, c'est un complet. C'est assez particulier et parfois il manque un peu de réactivité. C'est assez. Voilà, ça, c'est un parcours. La recherche de foncier, je pense que c'est le point pour l'instant qui nous aura pris le plus de temps et qui est le plus chronophage, le plus énergivore, la recherche de foncier. Merci le 100e singe de faire ça pour nous, de nous dégoûter des petites communes qui veulent bien nous installer. Merci Camille et Sacha. Avec plaisir. Maintenant, on va pouvoir passer à la présentation de Laetitia sur le sujet de la recherche du foncier. Oui. Salut Laetitia. Salut. Du coup, oui, si tu peux nous présenter quel est ton projet, ton parcours et ce qui peut être enrichissant à apprendre à toutes les personnes qui sont là. Alors, pour ce qui est de mon parcours, moi je viens de la région toulousaine, mais j'ai pas mal bougé pour mes études. Donc j'ai un master en sciences de l'écologie et j'avais aussi fait un BTS agricole, ce qui aujourd'hui me sert bien parce que ça me donne la capacité agricole. En fait, je me suis retrouvée à travailler pas très loin de Revel, pas très loin de là où était Camille, du coup, dans un petit bureau d'études dans une SCOP où on travaillait pour la protection des milieux naturels et principalement des zones humides. Et puis, donc, on travaillait pour la protection des zones humides et aussi on étudiait beaucoup l'impact des pratiques agricoles sur l'eau dans le sol. Et en fait, ça a fait que mon métier j'ai été très en contact avec des paysans. Et donc, à force de traîner avec des paysans, au bout d'un moment, je me suis dit que moi aussi, je ferais bien ça. Donc ça, c'était en 2016, je dirais. En 2017, j'ai quitté mon boulot. Et depuis 2017, je me forme pour devenir maraîchère. Donc j'ai fait pas mal de formations, du woofing, des stages. Puis petit à petit, je me suis mise à remplacer des maraîchers. J'ai remplacé des encadrants techniques dans un chantier d'insertion. Et là, depuis 1 an et demi, je cherche du foncier. Et donc ça y est, on a trouvé. Donc au bout d'1 an et demi de recherche active. Donc vraiment active parce que j'avais arrêté de bosser pour ça, parce que j'avais bien compris que c'était compliqué. Donc j'avais arrêté de travailler pour ça. Et donc là, on a les clés le 11 décembre. On a trouvé donc une ferme sur la commune du Fagé. Donc c'est à 30 minutes à l'est de Toulouse, pas très loin de Caraman, Puylaurens, pour ceux qui connaissent. Donc il y a 3 hectares. 3 hectares avec un petit ruisseau, un puits. Donc pour le moment, au niveau de la ressource en eau, je ne suis pas totalement sereine. Mais voilà, après, il y a des sourciers qui sont passés. A priori, il y a peut-être moyen il y aurait moyen pour qu'il y ait l'eau nécessaire pour le maraîchage. Donc, il y a ces 3 hectares. Il y a un bâtiment sur place avec des travaux pour les 25 prochaines années. Mais bon, c'est pas grave. Il y a un bâtiment, il y a une possibilité d'habitation. Il y a du bâti où moi, je peux travailler, stocker mes légumes.
Donc ça, c'est là où j'en suis aujourd'hui, quoi. Quel volume d'eau, demande Sacha. D'après les sourciers, il y aurait entre 3 et 5 mètres cubes heure dans la veine d'eau. Donc voilà, ce qui est pas énorme, mais ce qui permet de travailler quand même, quoi. Et par rapport à cette recherche de foncier, du coup, comment tu as trouvé ce bien-là et par quel biais tu as cherché auparavant? Est-ce qu'il a marché ou pas marché? Donc le foncier. Donc comment on a trouvé ce bien-là? En fait, j'ai vraiment, ça fait 1 an et demi que je harcèle tous les gens possibles et inimaginables. Donc que ce soit au niveau des mairies, de la SAFER, des communautés de communes, des agences, vraiment tous les gens que je peux. Et donc là, comment on a trouvé ce bien? En fait, c'est une agence immobilière que j'ai contactée, qui est passée devant la maison, qui a vu un petit panneau AV, qui avait été mis 2 heures avant. Du coup, elle a été voir le petit papy qui vendait. Elle lui a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui serait intéressé. Elle a réussi dans la demi-heure à avoir un mandat exclusif. Et 2 jours après, je venais voir le lieu. Et 2 jours après, on avait fait l'offre, ça avait été accepté, c'était validé, quoi. Donc là, pour le coup, c'est allé très vite. Mais sachant que donc là, nous, ça fait 1 an et demi. Je dis nous parce qu'il y a mon compagnon aussi dans l'histoire, du coup, qui lui veut pas faire du maraîchage, mais on achète à 2, en tout cas, le lieu d'habitation. J'ai passé mes journées à appeler des gens. C'était vraiment ça. Donc je me suis fait une espèce de fiche, un truc assez joli, assez concis, assez mignon qui développait le projet, qui expliquait le projet, le périmètre de recherche. Donc ça, je l'ai envoyé à toutes les mairies, à toutes les communautés de communes, à tous les notaires dans mon périmètre de recherche. Après, je suis allée voir les chambres d'agriculture. Moi, je cherchais sur 3 départements. Donc, je suis allée voir les chambres d'agriculture des 3 départements pour m'identifier comme porteur de projet. Donc, j'ai contacté tous les conseillers SAFER parce que c'est un peu compliqué la SAFER parce que les conseillers changent tout le temps en plus. Donc, il faut vraiment les appeler très, très régulièrement. J'ai passé beaucoup d'annonces. J'ai mis des annonces sur Terre de Liens, sur le CIVAM, sur les sites des confédérations paysannes, dans le Paysan Tarnais. Enfin, j'ai mis des annonces un peu partout. Et donc, je me suis vraiment créé un réseau. En fait, ce qui était bien, c'est qu'à la fin, il y avait plein de gens qui m'appelaient en me disant « Je connais quelqu'un qui vend, je connais quelqu'un qui pense à transmettre ». Et donc, à la fin, je pense que ça a vraiment payé, quoi. Et c'est comme ça que finalement, l'agence immobilière, elle a vu le bien, elle a pensé à moi et qu'on l'a eu, quoi. Et après, peut-être, on a eu différentes expériences. En fait, on a failli acheter plein de fois avant d'acheter ce bien-là. Donc, il y a eu la première fois, c'était dans l'Aude. Le propriétaire n'a pas voulu me vendre parce que j'étais une fille et parce que le bio, il n'y croyait pas du tout. La seconde fois, ensuite, on a failli acheter avec la SAFER dans le Tarn. Donc, on prenait 4 hectares avec une maison. Donc, on est passé en comité technique. On a été validé. Donc, on a fait un prévisionnel. On leur a fait un dossier qui allait bien. On a été sélectionnés. Et là, c'est nous qui nous sommes retirés parce qu'en fait, on a découvert qu'il y avait un projet de gravière à 500 mètres qui, en plus des impacts en termes de nuisances sonores et visuelles, pompait dans la nappe d'eau. Et donc, moi, comme ma seule ressource en eau, là, sur le coup, c'était un puits. C'était vraiment pas possible. Donc, j'en ai beaucoup voulu à la SAFER parce qu'en fait, ils nous ont clairement pas dit qu'il y avait ce projet de gravière. Ensuite, on a failli acheter une ruine sur la commune de Azaz, à côté de Toulouse. Et en fait, en fouillant, on a compris que le préfet avait déclaré ce bâtiment en ruine. Donc, il n'était pas reconstructible. Donc, on ne l'a pas acheté. Ensuite, on a fait acheter une maison à Lampeau, dans le Tarn, avec 2 hectares. Et la propriétaire s'est rétractée juste avant qu'on signe. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? On a failli acheter un habitat en collectif à Lavore avec des circassiens. Mais le propriétaire en voulait 1 150 000. On lui a trouvé 1 million et ça ne lui a pas suffi. Et voilà. Et puis finalement, on a trouvé au Fagé. Donc, on est très contents. Laetitia,
super content, mais je te l'ai déjà dit de toute façon que t'es trouvé. Et je crois que t'es connu même, enfin, t'es même connu hein, pour ton opiniâtreté dans la recherche active de foncier, même dans le réseau, dans le coin. Je voulais te demander si tu pouvais préciser quand, par exemple, peut-être deux choses. C'est sur le bâti, quand tu dis qu'il y a une possibilité d'habitation, peut-être qu'est-ce que ça veut dire en fait? Parce que du coup, sur le bâti, parfois sur le bâti agricole, il n'y a pas de possibilité d'habitation. Donc, qu'est-ce que ça implique en fait? Qu'est-ce que ça doit impliquer pour que tu puisses habiter sur place? Et aussi sur ton expérience SAFER, je sais que ça peut intéresser des personnes qui sont présentes aujourd'hui sur le passage en commission SAFER, parce que il se passe que parfois que quand tu arrives avec un projet d'installation en micro-ferme, ton prévisionnel d'activité ne rentre pas dans leurs standards, et que quelqu'un qui arrive à côté avec un prévisionnel d'activité qui rentre un peu plus dans les standards de la production maraîchère soit sélectionné plutôt que toi. Et j'ai entendu que tu as dit que tu avais fait un prévisionnel qui va bien, par exemple pour cette commission. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et voilà, est-ce que tu as un retour à faire là-dessus, sur ce sujet? Alors, pour ce qui est du prévisionnel, donc moi, pour le comité SAFER, en fait, donc d'abord, j'ai appelé la Chambre d'agriculture, donc la conseillère qui me suivait sur la Chambre d'agriculture du Tarn, puisque je savais qu'elle siégeait au comité technique. Donc, je l'ai appelée pour lui dire que je postulais sur ce bien. Et donc, en fait, je savais que mon prévisionnel allait bien parce que je lui avais déjà montré et qu'on l'avait déjà regardé ensemble, et que voilà, je savais qu'au niveau de la Chambre d'agriculture, il passait. Donc, je me doutais que pour la SAFER, ça allait. J'avais aussi appelé la conf, parce que ça, je pense qu'il faut aussi penser quand on passe en comité technique SAFER, il faut mettre toutes les chances de son côté. Donc, j'avais aussi appelé la conf pour pouvoir parler à la personne qui allait siéger au comité, pour lui expliquer mon projet et pour qu'il y croie. Ensuite, honnêtement, la SAFER, elle m'a demandé le minimum. Je lui ai donné un dossier, elle m'a dit « Oula !» J'ai bien compris que les 15 pages, c'était un peu long à lire pour lui, quoi. Il n'allait pas spécialement trop le regarder. Donc, je pense que ça dépend du nombre de candidats qu'il y a aussi. Là, j'étais face à quelqu'un qui n'avait pas un projet agricole. Donc, je pense que c'était pas crucial que j'ai vraiment des chiffres qui leur plaisent, quoi. Et pardon. Non, vas-y, continue. Et par rapport au bâti, quand je dis qu'il y a une possibilité d'habitation, c'est-à-dire qu'il y a une maison qui est déclarée comme maison, qui est aujourd'hui pas habitable, parce qu'il faut refaire un toit, parce qu'il n'y a pas de toilette, parce qu'il n'y a pas de salle de bain, parce que c'est une très vieille maison. Mais voilà, c'est considéré comme une habitation, quoi. Donc, on n'a pas à lutter pour ça, le faire reconnaître en habitation, ça y est déjà. Et juste, pardon, excuse-moi Salomé, mais c'est parce que sur cette question-là, quand tu es passé en commission SAFER, qui siégeait à la commission? Tu parlais de la Confédération paysanne, et là, tu pourrais nous dire qui est représenté dans cette commission? Pour savoir à qui s'adresser, du coup. Par exemple, parce que tu dis que du coup, tu as pris contact avec la Confédération paysanne, et du coup, qui sont ceux qui siègent en fait à la commission SAFER pour étudier le dossier? Alors moi, j'ai appelé un des membres que je connaissais de la Confédération paysanne qui, lui, m'a donné le contact de la personne qui siégeait, en fait. Il faut les contacter, ils se connaissent tous, donc ils renvoient très facilement sur la bonne personne, quoi. A priori, dans toutes les confédérations paysannes, il y a des personnes qui sont dédiées à aller dans les comités SAFER. Pour répondre à la question, je crois savoir on aurait deux questions dans le chat aussi. Une question de Sacha qui demande quelle surface tu comptes cultiver, et une question de Sarah qui demande, si c'est pas indiscret, combien a coûté ce bien, pour avoir une idée des prix dans cette zone. Oui. Alors, combien je compte cultiver? Donc, sur les 3 hectares, moi, je compte en cultiver 4500. Sachant qu'en plus, il va y avoir une partie avec des arbres, avec des vignes, qui fera pas partie de la partie de maraîchage vraiment, mais il y aura des arbres et des vignes. Donc 4500 en agroforesterie. Et le but du jeu, ce serait de garder une parcelle suffisamment grande
pour à terme pouvoir, donc soit si André, mon compagnon, aurait l'envie de s'installer, sait-on jamais, soit si à terme on trouve quelqu'un qui veut s'installer sur place, parce que bon, quand même être plusieurs, c'est plus sympa. Sur le prix, donc la ruine avec 3 hectares à 28 minutes du périph' toulousain, ça coûte 160 000 €. Et à ça, il faudra bien rajouter 100 000 € de travaux. Et moi, j'ai rajouté, donc dans les 160 000 €, il y a 2 hectares que j'ai achetés en plus, que j'ai eu à 8 500 € l'hectare. Ce qui est le prix à peu près. Quand on a voulu acheter avec la SAFER, ils nous vendaient les hectares à 10 000 €. Ok, merci. Je vais laisser la parole à Camille qui levait la main. C'était juste pour rebondir sur qui c'est qui siégeait aux commissions SAFER. Je crois qu'il y a la DDT, la Chambre d'agriculture, les syndicats, FNSEA, CONF, les différents syndicats agricoles, le maire de la commune et les représentants SAFER. Si j'ai bien compris, c'est ça. Après, ils n'ont qu'un avis consultatif et c'est la SAFER qui prend la décision finale. Après, Moi, je veux bien venir m'associer à faire pousser des fleurs au Fagé. Pourquoi pas, pourquoi pas. Après, pour la SAFER, donc ça avait quand même mal commencé avec le conseiller du Tarn parce qu'il y a eu cette histoire que donc il nous a pas prévenu par rapport à la gravière. Il y a aussi une histoire qu'il a essayé de nous facturer la TVA sur la maison, qui représentait quand même 42 000 € alors qu'il n'avait pas à le faire. Bon, ça a été un peu. Mais au final, à force que je l'appelle, et je pense qu'il a vraiment compris que j'avais un projet sérieux, et quand même à la fin, il m'appelait dès qu'il avait des biens qui sortaient. Le problème de la SAFER aussi, moi je l'ai compris à force, c'est que par exemple, quand vous regardez les appels à candidature sur le site de la SAFER, la moitié, ils sont déjà attribués en fait. Ils sont obligés de le passer sur le site. Mais moi, en fait, le conseiller après me disait, mais non, mais ça c'est déjà fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et donc, c'est vraiment intéressant d'être proche d'un conseiller SAFER parce que du coup, il vous dit qu'est-ce qui est à vendre ou pas en fait, quoi. Parce que tout n'est pas à vendre. On a Eugénie qui nous demande quel a été ton financement, enfin, par quel biais tu t'es financé en général. Donc mon financement, ça a été mon amoureux, donc en fait c'est lui qui achète la maison. Enfin, en tout cas lui, il met un apport, il met 100 000 € d'apport et pour le reste, on fait un crédit bancaire. Et sur la partie agricole, moi je fais toute mon installation sur fonds propres. Donc j'ai prévu 30 000 € d'installation. Donc ça, c'est entre mes fonds propres et le pass installation. Et je vais racheter 1 hectare de façon à ce que si jamais un jour avec André, ça se passait mal, moi, j'ai mon entreprise sur mon hectare et que ça, ce soit indivisible, quoi. Mais voilà, on avait de la chance d'avoir un capital de base. Sinon, on n'aurait pas cherché un bien comme ça, en tout cas. Moi, j'ai une question qui n'est pas de moi, que j'ai reçu un message privé de quelqu'un qui souhaite rester anonyme. J'ai entendu dire que tu devais payer la SAFER à chaque fois que tu veux passer en commission et qu'en plus, ce montant est super aléatoire. Qu'est-ce que tu en dis, Laetitia? Alors moi, je n'ai pas payé la SAFER quand je fais une commission. Ils ne m'ont absolument rien demandé. Je ne savais pas on payait la SAFER pour une commission. Par contre, j'ai voulu préempter sur un bien, notamment sur le bien où la propriétaire s'est rétractée juste avant qu'on signe. J'ai voulu préempter sur ce bien et là, je me suis rendu compte que pour préempter sur un bien, ça coûte 26% du montant du bien. Donc c'est bon à savoir parce qu'on ne préempte pas comme ça. Mais non, moi, j'ai rien payé sur la commission. Ok, il reste 3 bonnes minutes. Il y a Camille qui posait une question. Ah oui, pardon. J'avais pas vu que je l'avais envoyé à toi. Je pensais l'avoir envoyé sur le général. C'est combien de temps en tout il y a eu de recherche de foncier? Combien entre le moment où tu as voulu t'installer et là maintenant? Peut-être que tu l'as dit avant, mais comme j'ai eu une petite voilà, bref. Combien de temps en tout? Vraiment de recherche de foncier, 1 an et demi. Parce que la première, en fait, l'année et demie avant où je me suis formée, j'étais pas du tout dans la recherche de foncier. Et à partir du moment où je m'y suis mise, il y a eu 1 an et demi. Qui finalement me paraît pas si mal, même si, voilà, j'ai trouvé ça long, mais... Moi, je voulais savoir, est-ce que la SAFER t'a pas embêté? Ils n'ont pas voulu préempter sur le bien que tu as acheté? Alors non, la SAFER n'a pas préempté. D'une part, parce qu'il aurait fallu qu'ils préemptent sur les bâtiments.
Et je pense pas que ça intéressait personne. Et en plus de quoi, il se trouve qu'au Fagé, il y a déjà des terres à vendre sur la commune. Donc, je pense qu'ils auraient eu du mal à préempter. Mais après, la SAFER ne préempte jamais toute seule. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui demande à la SAFER de préempter. Et donc là, oui, non, il n'y avait pas de candidat intéressé. Non. Ok, merci. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une dernière question? Sinon, je ne sais pas si David Alexandre, tu voulais ajouter quelque chose pour conclure? Non, c'était pas pour conclure, c'était du coup dans ce parcours-là, avec les différentes modalités d'accès au foncier, avec les différents interlocuteurs. Je sais pas, avec ton parcours là, Laetitia, tu te dis que c'est est-ce que via la SAFER, finalement, il y a tant de propositions que ça? Est-ce que finalement, démarcher directement les communes ou comme tu as fait, là, même se mettre en lien avec une agence immobilière dont c'est le travail et que finalement, bah, c'est elle qui te met en lien, enfin, multiplier les interlocuteurs, est-ce que c'est pas finalement tout aussi intéressant que de passer par la SAFER? Parce que peut-être en fait, la SAFER, il n'y a pas tant d'opportunités que ça. Je sais pas. Enfin, c'est quoi ton regard là-dessus? Moi, mon conseil, c'est vraiment d'en parler à tout le monde. Enfin, moi, si j'avais pu me balader avec un panneau dans la rue avec écrit «Je cherche du foncier», je l'aurais fait, quoi. C'est vraiment, il faut que tout le monde sache que vous cherchiez. Et il faut appeler tous les numéros. Enfin, moi, j'ai appelé tous les numéros qu'on m'a donnés, qui m'ont donné d'autres numéros, qui m'ont donné d'autres numéros. Enfin, je pense qu'il faut vraiment en parler, faire du réseau. La SAFER, faut pas trop compter dessus, à mon avis. Le RDI, c'est pareil, le répertoire départ installation, il y a une annonce tous les mois. Enfin, je pense que les vieilles institutions, je suis pas sûre qu'on puisse tant que ça compter dessus. Après, faut vraiment pas avoir peur d'aller voir les gens. Les communes, je pense que c'est vraiment une bonne idée parce que déjà, il y a beaucoup de communes qui aimeraient installer des maraîchers. Même si au moins on m'a souvent proposé le petit terrain entre l'autoroute et la station d'épuration. Enfin bon, ils ont pas forcément la maîtrise du foncier, donc ça peut être compliqué. Mais ouais, non, faut vraiment aller voir les gens. Faut vraiment avoir aussi quelque chose que vous pouvez laisser aux gens pour qu'ils se rappellent de vous. Donc moi c'était une fiche, mais ça peut être une carte de visite. Enfin, il faut avoir un support qui donne envie, que les gens se rappellent de vous, quoi. Ça c'est sûr. Et il faut les relancer. Il ne faut pas avoir peur de les relancer. J'avoue, il y a des gens, à la fin, je me suis dit, mais ils vont se dire, mais quelle casse-couille celle-là, quoi. Elle nous harcèle. Mais bon, d'un autre côté, ils ne vous rappellent pas. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'appeler les gens. Ouais. Tout à fait.